Bonjour et bienvenue au livre audio de Ni vous sans moi, ni moi sans vous, de José Ouimet, lu par moi, Hugo Bertium. Chapitre 14, la sentence. Vous avez fait un marché avec ces jeunes soldats. Ils devaient dérober les chaudrons et vous les apporter ensuite, déclare l'officier de justice. C'est faux, monseigneur, s'insurge Marie en élevant le ton plus qu'elle ne l'aurait voulu. Ce sont eux qui m'ont proposé de garder chez moi le fruit de leur vol. C'était ça, le marché. Ce n'est pourtant pas ce que les 3 soldats ont affirmé. Ils mentent! L'un interrompt la femme du bureau, de plus en plus nerveuse. Tous les 3? Oui. Le gentilhomme dépose les papiers sur la table et appuie les coudes et joint les mains avant de continuer sur un ton complaisant. Dois-je vous rappeler que ces 3 menteurs, comme vous les nommez, sont des soldats du régiment Carrigan-Salière et qu'ils l'ont avoué sous serment avoir accepté votre offre dans l'unique but de vous dénoncer ensuite. Soufflée par la supercherie, Marie reste sans voix et jette des regards effrayés à son mari qui, debout dans un coin obscur de la pièce, ne bouge pas d'un cil. De son côté, Charlotte garde la tête baissée afin de ne pas croiser le regard de cet homme. Elle a peur qu'il reconnaisse le visage du serviteur inconnu qui a joué un bien vilain tour. Le gentilhomme soupire bruyamment avant de replacer ses besicles sur son nez et de reprendre les documents qu'il parcourt des yeux en levant les sourcils. Vous n'avez aucun témoin, sauf votre fille, qui est, bien sûr, votre complice. Il s'adresse aussitôt à Charlotte. Charlotte Ratier, où étais-tu hier soir? La jeune femme se raidit. La peur lui tord le ventre. Ce procès est un véritable cauchemar. Elle garde la tête baissée et les lèvres pincées. Réponds, ordonne l'officier de justice. Chez moi? Avec ta mère? Non, j'y étais seul. Pourtant, le soldat Junot a juré t'avoir vu hier soir, peu après 21h, aux abords des remparts en compagnie de ta mère. L'étau du traquenard orchestré par le vilain Martial se resserre de plus en plus, et Charlotte ne sait plus à quel sein se vouer pour se sortir de cette impasse. Charlotte hésite un instant. Quel mensonge inventé pour ménager la chèvre et le chou? Que dire qui ne sera aussitôt réfuté par la déposition de cet infâme voyou? Oui, insiste le gentilhomme. Le son doucereux de la voix de cet homme la renvoie dans le corridor de la taverne de la Roche-Belle. Elle se souvient de la tristesse de la jeune femme lorsqu'il l'a laissée tomber comme une vulgaire chose. Une vague de rancœur submerge la fille du bureau qui, jouant le tour pour le tout, relève la tête et, défiant du regard le sieur de Montreuil, lance d'un trait. J'étais à la taverne de la Roche-Belle en compagnie de Simone. La réponse a l'effet escompté sur l'officier. Après avoir eu l'air surpris, celui-ci fronce les sourcils, tourne la tête à demi vers le coin où se tient toujours le bourreau, prêt à lui poser une question. Quand Charlotte ajoute hardiment. Elle vous a fait d'ailleurs ses salutations, monseigneur. Cette fois-ci, la stupéfaction qui se lit sur le visage de son interlocuteur est très révélatrice. Mal à l'aise, Monsieur de Montreuil joue nerveusement avec les papiers qu'elle tient à la main. Prenant bien son temps, ses sourcils forment un V menaçant. Elle pose ensuite sur Charlotte un regard de vautour. Tu as pourtant été témoin lorsque les militaires ont transporté les chaudrons sur les combles de votre logis. Oui, et tu n'as rien dit? Non. Pourquoi? Ce n'était pas de mes affaires. L'officier de justice repose le document sur la table et explique d'un air las. Par ton mutisme, tu deviens complice du méfait et par conséquent
coupable toi aussi de recel de chaudron. Alors, il se tourne vers le greffier avant de conclure. Je déclare Marie Rivière et sa fille Charlotte coupables de recel de chaudron volé. Étant donné la participation plus importante de la mère, je condamne cette dernière à être mise au carcan sur la place royale. Il pose sur Charlotte un regard narquois, lui signifiant ainsi qu'elle n'est nullement enclin à se soumettre à son chantage. Quand la jeune Charlotte Trottier, qui dit fréquenter les filles de joie et les tavernes, je la condamne à une réclusion de 15 jours à l'hôpital général de Québec, où les religieuses lui apprendront les règles d'honneur et de bonne conduite régissant les mœurs de ce pays. Charlotte soutient le regard du gentilhomme malgré les larmes qui lui picotent les yeux. Un mouvement dans le coin de la salle lui fait tourner la tête. Elle voit alors son père s'approcher du gentilhomme de Montreuil, se pencher et lui chuchoter quelques mots à l'oreille avant de se relever et de la fixer longuement, les bras croisés sur sa poitrine. Je ne sais si en tant qu'officier de justice, je suis autorisé à utiliser mon droit de veto. Bien entendu, mais pour une seule personne à la fois, précise le sieur de Montreuil. Jean prend bien son temps et tourne la tête vers Marie et Charlotte, qui sont suspendues à ses lèvres. Après un regard douloureux vers sa femme, il fixe Charlotte d'un air triste avant d'annoncer. Alors, je vote pour que la sentence imposée à ma fille soit allégée. Un simple réprimande de votre part fera l'affaire. J'en suis certain. Si tu épargnes la réclusion à ta fille, tu sais que tu devras mettre ta propre femme au carcan. Interroge l'officier de justice, surpris par cette décision. Oui. De longues minutes s'égrènent. Minutes durant lesquelles le regard du sieur de Montreuil et celui de Charlotte se croisent en un duel muet. Comme tu le voudras, laisse enfin tomber l'officier de justice, visiblement embarrassé en reprenant les papiers entre ses mains et en les examinant pour la énième fois. Dans ce cas, sans plus d'attention pour le bureau qui demeure en faction à ses côtés, le gentilhomme se tourne vers le greffier et lui dicte « Notez que nous commuons la peine de la précitée Charlotte Trottier en une réprimande avec le conseil de ne plus récidiver, ce qui est fait. Et pour la ladite Rivière, interroge le greffier, la peine demeure la même. Dans une semaine, le coupable sera mis au carcan sur la place royale, à titre de punition exemplaire. » Sur ces mots, le gentilhomme de Montreuil retire ses bicycles de son nez aquilin avant de les faire disparaître dans la large revers de sa veste de serge gris souris. Puis, sans un salut, il quitte la pièce surchauffée. Jean s'approche aussitôt de son épouse qui a fondu en larmes. « Je ne pourrai plus jamais regarder quiconque en face, » gémit-elle. « Je vais devoir me terrer dans mon logis. »« Allons, le peuple a la mémoire courte, tu le sais bien. »« Pas tout le monde. » Charlotte se lève et se dirige vers la sortie, bien décidée à ne pas rester une minute de plus dans ces lieux. « Où vas-tu? » lui demande son père. « À la maison. Si Pierre ou Jean-Baptiste y est, dis-lui de venir me rejoindre ici. Demande-lui aussi d'apporter un bouillon pour ta mère. Elle en a bien besoin. » Le cœur de Charlotte se gonfle d'affection pour ce père économe de mots. Elle sait trop bien qu'il a dû faire un choix déchirant entre sa femme et sa fille. Elle ne saurait le juger, mais il croit fermement que seul son père connaît son ardent désir de réussir sa vie. Elle croit surtout que Jean a fait tout ce qu'il pouvait pour ne pas l'empêcher de s'épanouir. Une immense tendresse envahit la jeune femme. Dans un élan, elle s'approche de son père et dépose un baiser sur la joue à la peau riche
Ému, le bourreau baisse la tête et se racle la gorge pour se donner contentance. « Dépêche-toi !» lui ordonne-t-il sur un ton rude. Charlotte quitte la prison en essuyant les larmes qui roulent sur ses joues. Dehors, le roucoulement des tourterelles et le chant joyeux des pinsons la rassurèrent. Maintenant que sa réputation est intacte, il ne reste qu'à espérer que ce fâcheux épisode ne sera vite oublié. Charlotte songe un instant à sa mère pour qui la haine a été mauvaise conseillère. « Pauvre maman !» soupire-t-elle en approchant dans la ruelle des Ursulines. Ses pensées volent vers Daniel Boet qui, dans les cuisines du château, doit s'affairer au fourneau. « Je n'aurais pas pu supporter qu'il ne veuille plus me revoir à cause de cette histoire. » murmure-t-elle pour elle-même. Le visage de Martial Lafrance se dessine un moment au-dessus des remparts. Une colère sourde éperonne Charlotte qui veut tourner la page de ce sombre chapitre de sa vie. « Qu'il aille au diable !» s'écrie-t-elle dans le vent du sud qui charrie avec lui les relents des gibiers et des soupes qui s'échappent des maisons avoisinantes. Je ne vais pas perdre de temps à chercher vengeance. J'ai eu ma leçon. Elle hâte le pas vers le logis familial, bien décidée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour oublier cette mésaventure. Chapitre 15. Le destin. Sur la place du marché, les habitants des fermes voisines sont venus vendre les produits de la terre. Il y a des fraises qui poussent à profusion sur l'île d'Orléans, de la laitue, des radis, des asperges et d'autres plantes sauvages ou potagères. Il y a aussi des poissons pêchés dans la rivière Saint-Charles en amont de Québec, des lapins, des poules et des chapons, sans parler des artisans qui vantent leurs marchandises d'une voix tonitruante. Une semaine s'est écoulée depuis la mise au carcan de la mère de Charlotte sur la place publique. Une semaine durant laquelle, enfermée dans sa chambre, sa mère a pleuré toutes les larmes de son corps. Une trop longue semaine durant laquelle Charlotte aussi est demeurée cloîtrée dans la maison avec l'interdiction formelle d'en sortir. Et ce, afin d'éviter les insultes et les quolibets de ceux qui ont fait des gorges chaudes à leurs dépens. Après cet événement, des liens qu'elle croyait indéfectibles se sont brisés entre ses parents. Et Charlotte, bien qu'elle ne lui pardonne pas, a compris pourquoi son père rentrait de plus en plus tard et de plus en plus ivre. Tout le monde s'évitait. La vie au logis était devenue insupportable. Ce matin, ses frères étaient absents et Marguerite cuvant son vin. Comme d'habitude, Marie n'a eu d'autre choix que de donner la permission à sa fille d'aller acheter des vivres au marché. Après cette réclusion, Charlotte est ravie de se retrouver parmi les babos et de reprendre un peu une vie normale. Ce matin, elle craint cependant à tout moment entendre quelques commentaires désobligeants sur un des membres de sa famille. Elle garde la tête baissée en se faufilant entre les étals des marchands. Au souvenir de la peine purgée par sa mère, Charlotte se rembrunit. La sentence n'a pas seulement ébranlé cette dernière, mais aussi son époux qui, malgré l'astuce utilisée de dévancer l'heure prévue de la mise en œuvre du châtiment, s'était retrouvé face à une foule plus nombreuse qu'à l'habitude et qui attendait impatiemment d'assister au spectacle du bourreau mettant sa propre femme au carcan. Charlotte se souvient dans l'air triste et las de Jean lorsqu'il a laissé Marie en proie à la méchanceté de la foule. Ne pouvant supporter davantage le déshonneur et la peine, le bourreau avait quitté en hâte la place royale sous les huées de la foule et était allé noyer sa honte et sa peine à la taverne de la Pente Douce. Pendant ce temps, Marie Rivière, donnée en pâture à la foule rassemblée pour profiter du spectacle, n'avait pas seulement été la proie des railleries désuées,
mais avait aussi reçu toutes sortes de projectiles que les vilains s'étaient plu à lui lancer. Charlotte n'avait pas voulu assister à la suite du châtiment, mais elle avait assez de souvenirs de tous les délinquants que son père avait mis au carcan pour s'imaginer sans difficulté ce que sa mère avait dû endurer. « Pauvre maman !» murmure-t-elle, devinant le visage maculé de jus saumâtres et nauséabond de fruits pourris, d'œufs ou encore de crottins d'animaux. Tout à ses pensées, la jeune femme ne voit pas Daniel Boet qui, après l'avoir aperçu, accourt vers elle. « Charlotte, je t'ai cherché partout depuis une semaine !» l'interpelle-t-il en surgissant à ses côtés. Charlotte sursaute de frayeur. Dans son panier, les légumes s'entrechoquent. « Tu m'as fait peur !» affirme-t-elle en posant la main sur son cœur. « Pardonne-moi, » lui dit Daniel, tout souriant avant d'ajouter taquin. « Tu es jolie avec ce rouge à lèvres. »« Ne dis pas d'idiotie. »« Je ne dis jamais d'idiotie, » réplique-t-il offensé. « Ça reste à prouver, » rétorque Charlotte, que ce jeu amuse au plus haut point. « Où vas-tu comme ça ?» demande encore Daniel. « Ce que tu vas être curieux, » s'impatiente Charlotte. Elle ajoute en l'imitant. « Où vas-tu? Où vas-tu? Que veux-tu? »« Je veux être ton ami, » répond-il, attrapant la perche tendue. La réplique l'estafette du bureau bouche bée. Elle fixe son compagnon d'un air incrédule. « Mon ami? Mais ne sommes-nous pas déjà des amis? »« Bien sûr, mais je pensais que nous pourrions, » bredouille Daniel, soudain rouge de confusion. « Que nous? Écoute, » laisse-t-il tomber. « Comme on se lance à l'eau, je ne suis pas bon parleur, je déteste faire la cour. » Il fait une pause, inspire profondément, pour se donner courage avant d'enchaîner. « Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'aimerais que toi et moi, nous... » Les cris aigus d'un guet bleu font écho à ceux de la petite voix qui tambourine dans les oreilles de Charlotte. « Il veut être ton amoureux, ton amoureux, ton amoureux. » Merci pour... ouais. Frôlant la béatitude, Charlotte flotte sur un nuage de plaisir où plus rien n'a d'importance que le regard de Daniel posé sur elle. Que nous nous fréquentions et la voix de Daniel se confond soudain avec les bruits environnants. Charlotte ferme les yeux et baisse la tête. « Ça va? » s'inquiète soudain Daniel. Charlotte ne répond pas, tout à son tourment de devoir de lui avouer sa véritable identité. « Que m'arrivera-t-il quand il saura que je suis vraiment? » se demande-t-elle. Parée à la marée recouvrant les berges, un immense sentiment de tristesse la terrasse. « Charlotte » appelle encore Daniel. Relevant la tête, elle fixe le garçon sans parler. « Qu'as-tu? Dis-moi. Tu es vraiment très pâle. Ça doit être le soleil. Viens par ici. » Daniel entraîne la jeune femme en la soutenant par le bras jusqu'à dans le jardin qui jouxte l'église de Notre-Dame des Victoires et l'oblige à prendre de place sur un banc de bois qui le longe. « Sur cette ombre fraîche, tout sera mieux, » dit-il rassurant. Charlotte est inquiète. La situation dans laquelle elle se trouve n'est en rien comparable à celle qui a bien failli lui enlever à la fois sa liberté et son honneur. Cependant, elle est tout aussi embarrassante. « Tu dois lui dire la vérité, » lui conseille la voix. Incertaine, Charlotte lève vers Daniel un regard suppliant. « Pourquoi me regardes-tu ainsi? » demande-t-il inquiet. « Veux-tu vraiment que nous nous fréquentions? » hasarde-t-elle. Daniel s'agenouille devant Charlotte. « Je n'irai pas par 4 chemins, » commence-t-il. « Dès que je t'ai vu sur tes remparts, j'ai été attiré par toi. Ta vivacité d'esprit, ton entrain, ton courage aussi m'ont tout de suite impressionné. »« Impressionné? » l'interrompt-elle, amusée. « Je t'en prie, ne te moque pas de moi, » rétorque-t-il plus sérieusement du monde.
La jeune femme replace machinalement le pli de sa jupe avant de joindre ses mains sur son poignet. Continue Daniel, je crois que je suis amoureux de toi, Charlotte Rattel. À peine prononcé, le nom de famille crée une fausse note dans cette symphonie de mots et fait se raidir Charlotte qui ne sait plus quelle attitude adopter. Daniel, qui a perçu son trouble, se redresse avant de se mettre debout devant elle, les poings sur les hanches. « Tu as déjà un autre soupirant, n'est-ce pas ?» lance-t-il, soudain en colère. « Non? Alors, tu ne me trouves pas de ton goût? Que t'imagines-tu là? Pourquoi fais-tu cette tête? Je ne fais pas de tête. »« Oh que si! Depuis que je t'ai avoué mon penchant pour toi. Mais, si tu ne veux pas de moi, dis-le-moi tout de suite, afin que je ne me fasse pas d'illusions à notre sujet et que je n'élabore pas de projet d'avenir. » À nouveau, Charlotte est estomaquée par les paroles du garçon qui, de plus en plus nerveux, fait maintenant les 100 pas devant elle. « Daniel, commence-t-elle, adoptant un ton doux pour le calmer, je dois t'avouer quelque chose avant que tu ne t'inventes des chimères. » Bien que cette confession lui coûte plus que tout, Charlotte sait qu'il n'existe aucun autre issue. « Je ne suis pas celle que tu crois, » laisse-t-elle tomber d'une voix ténue. « Que veux-tu dire? Je ne suis pas Charlotte Rattel, et je ne suis pas domestique chez les Ursulines. L'aveu laisse Daniel muet. Mon vrai nom est Charlotte Ratier. Je suis la fille du bureau, Jean Ratier, et de Marie Rivière, celle-là même qui a été mise au carcan la semaine dernière sur la place Royale. Ah! Après quelques secondes qui lui paraissent une éternité, Charlotte est surprise d'entendre le fou rire dont Daniel est victime. Elle le fixe d'un air hébété, ne comprenant pas comment pareille nouvelle peut le rendre aussi joyeux. « Surtout, ne ris pas ici! » le somme-t-elle. Daniel rit tellement qu'il doit se tenir les côtes. « Cesse de rire! » ordonne encore Charlotte qui s'est levée et lui fait face, furibonde. Daniel hoquette en écrasant les larmes au coin de ses yeux. Rendue furieuse par ce comportement, Charlotte quitte le jeune homme qui s'empresse de la rattraper. « Lâchez-moi! » hurle Charlotte qui n'en peut plus de contrôler les larmes d'orage qui lui montent aux yeux. « Pardonne-moi! » réussit à articuler Daniel entre deux hoquets de rire. « C'est que... » Voulant échapper à cet examen, Charlotte délaisse son compagnon et court vers la rue Sainte-Geneviève. « Attends-moi! » lui crie ce dernier en la talonnant. Faisant la sourde oreille, Charlotte continue sa route jusqu'à ce qu'il la rattrape et lui barre le chemin. « Laisse-moi partir, » lui ordonne-t-elle. « Pas avec que tu aies accepté mes excuses et que tu aies écouté ce que je t'ai à te confier. » Piquée par la curiosité, mais surtout voulant écouter les raisons qui ont poussé ce jeune homme à lui avouer ses sentiments, la fille du bureau fait la moue avant de laisser tomber platement. « Fais vite, car je n'ai pas toute la journée. » Daniel lui sourit, prend bien son temps avant de lui avouer à son tour. « Je ne suis pas celui que tu crois. Voilà que tu me moques encore de moi. Pas du tout. Alors, dis-moi, qui es-tu vraiment? » le défie Charlotte. « Mon vrai nom est vraiment Daniel Boet, mais je ne suis pas apprenti cuisinier. »« Quel est donc ton vrai métier? »« Je suis un simple domestique. »« Au château? »« Non, je vis à la ferme, près de la côte de Beauport. »« Tu n'es donc pas de Bordeaux? »« Si, j'en arrive. »« Que faisais-tu alors dans les cuisines le soir du banquet? Je t'ai pourtant vu y travailler aux côtés des maîtres cuisiniers. »« J'ai accompagné mon oncle qui était venu prêter les gibiers. Lui seul connaît une recette de marinade qui donne un goût savoureux aux venaisons. » À cette nouvelle, Charlotte écarquille les yeux de stupéfaction. « Tu m'as entraîné dans une aventure douteuse dont j'aurais pu mal me tirer? D'après ce qu'on m'a raconté, tu aurais plutôt tendance à bien t'en sortir de plus fâcheuses positions, » ajoute-t-il, une étincelle brillante au fond des yeux. À l'évocation de l'épisode du banquet, les deux amis rient de connivence. « Tu as un si joli sourire, Charlotte Ratier, » murmure alors Daniel qu'une émotion envahit. Troublée une nouvelle fois, Charlotte lui sourit gentiment.
Je savais dès le début que tu étais la fille du bureau, lui avoue-t-il encore. Comment l'as-tu? Quand je l'ai vu te regarder sur la place royale, j'ai tout de suite compris qu'il était ton père. Et puis, vous avez des airs de famille, lui et toi. Et tu n'as pas eu peur? Peur de quoi? D'être la risée des autres si tu devenais amoureux de moi? Je ne suis pas qu'un domestique dont le père est fossoyeur et la sœur sotte. Je n'ai pas voulu comparer. Je ne compare pas non plus, l'interrompt Daniel en prenant la main libre de Charlotte entre les siennes. Je veux seulement que tu saches que ces préjugés ne m'attiennent pas et que je te connais assez de qualité pour ne pas croire toutes les vilainies que certains se plaisent à colporter sur ceux qui sont différents. Une onde de chaleur submerge la jeune femme au moment où Daniel dépose un doux baiser sur sa joue. Jamais encore elle n'a ressenti pareil bonheur. Par ce baiser, Daniel vient confirmer que ses rêves les plus fous et ses espoirs les plus secrets peuvent devenir réalité. Il lui a enfin donné la chance d'être Charlotte tout le monde et surtout de se sentir aimée. Elle n'est pas seulement la fille du bureau, ni la sœur de Marguerite, ni la fille de Marie Rivière, mais tout simplement Charlotte, une demoiselle de Nouvelle-France qui espère avoir une vie remplie d'amour et de tranquillité. Alors, Charlotte, veux-tu devenir ma fiancée? À peine formulée, cette question la comble plus qu'elle ne l'aurait espéré. Dès ce moment, Charlotte entrevoit la possibilité de quitter la maison familiale, devenue un véritable lupanard depuis que Marguerite n'en sort presque plus. Quand nous marions-nous? Demande-t-elle. Que penses-tu de l'été prochain? Charlotte sourit et, se rapprochant de Daniel, elle dépose à son tour un baiser sur ses lèvres entr'ouvertes. Ce sera parfait, répond-elle enfin. Sans hardissant, Daniel l'embrasse avec fougue, scellant ainsi un pacte de bonheur. Viens, je t'accompagne chez toi, l'invite-t-il. Tu pourras me présenter ta famille et je demanderai ta main à ton bourreau de père, blague-t-il. Bras dessus, bras dessous, les amoureux descendent la rue menant le jet de râtier et que Charlotte quittera sans regret dans quelques mois à peine. Elle sait désormais que le destin qui a mis Daniel sur sa route lui réserve encore des surprises, celle, entre autres, d'avoir beaucoup d'enfants qui vivront libres comme elle a toujours espéré le faire.